Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Motard et Histoire. Alors comme d'habitude, prenez-vous un petit café, un thé, quelque chose à boire, ce que vous voulez, installez-vous dans votre canapé et laissez-moi vous emmener vers un nouvel endroit dont je vais vous raconter l'histoire, les Salines royales de Dieuze. Mais d'abord, une petite parenthèse. Vous avez sûrement remarqué, petit malin, que quelque chose a changé depuis la dernière fois. Alors oui, j'ai une autre tenue, mais en même temps, on est fin novembre, il commence à faire frais, alors j'ai une tenue plus chaude, logique. Eh ben oui, j'ai changé de moto. Adieu la Versys 650, dites maintenant bonjour à mon nouveau destrier mécanique, j'ai nommé la Triumph Tiger 900 GT Pro. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai changé de moto, c'est tout simple. La Versys, je ne vais pas le cacher, est une moto formidable. Légère, agile, elle était un incroyable compagnon de voyage, capable d'avaler beaucoup de kilomètres avant de lui remplir le gosier à grands coups de sans-plomb. Mais elle avait un énorme défaut. Enfin, c'en est pas vraiment un, c'est surtout que c'était pas à mon goût. Elle était mue par un moteur bicylindre, le moteur de l'ER6N. Moteur qui est très joueur, réactif, nerveux, et offrant des à-coups à m'en faire craquer la nuque à chaque coup de gaz. Crémeux sur du cruising, ça pas de problème, mais dit qu'il fallait jouer de la poignée de gaz, c'était l'horreur pour moi. Alors certes, je m'y suis habitué, mais j'aimais pas ce comportement nerveux. J'ai donc essayé d'autres motos, et un jour, par hasard, je suis tombé sur celle-là. Elle avait l'air intéressante sur le papier, et visuellement, elle me plaisait bien, belle gueule et tout. Je l'ai donc essayé, et j'ai vendu la Versys pour acheter celle-là. Son moteur correspond beaucoup plus à ce que je cherche, et c'est un régal à conduire pour moi. Je ferai pas la description ou l'essai de la Tiger dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Peut-être pour une autre fois, dites-le moi si ça vous intéresse. D'ailleurs, on devrait peut-être commencer à parler de l'endroit où je vous emmène. Ça serait pas mal, non? Je m'en doutais. Eh ben c'est parti. Nous allons remonter loin dans le passé, à l'époque médiévale. À cette période, la ville de Dieuze était un modeste petit village où la vie devait probablement s'écouler paisiblement jusqu'à la découverte de sources salées. Cette trouvaille a attiré de la population et dès lors, la production de sel a pu commencer. Les salines créées à partir de là sont les plus anciennes et les seules existant encore dans le pays du Saulnois, parmi toutes celles qui ont été exploitées à l'échelle industrielle. Durant des siècles, la production et le commerce de sel furent une source essentielle à la vie de Dieuze et de sa région. Maintenant que je vous ai fait une présentation très rapide, on va parler de l'histoire proprement dite des Salines royales de Dieuze. En l'an 803, la saline appartenait à l'abbaye Saint-Maximin de Trèves, qui l'a cédée ainsi que la ville à l'évêque de Verdun au cours du XIe siècle. Puis en 1215, les ducs de Lorraine mettent la main sur cette exploitation. À partir de 1525, des fortifications sont érigées autour de la saline, séparément de celles de la ville, de sorte à améliorer la protection. Seulement, en l'an 1642, le roi Louis XIII envoie ses troupes à l'attaque, et l'exploitation passe alors sous sa dépendance. La porte principale et les bâtiments administratifs sont construits en 1780, et après la Révolution française, le domaine royal devient un domaine national. En 1842, l'État renonce au monopole de l'industrie et la Compagnie des salines et mines de sel de l'Est en fait l'acquisition avant d'être repris par les établissements Kuhlmann en 1921. De nombreux bâtiments sont détruits par des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale et après la guerre, l'entreprise est réintégrée aux établissements Kuhlmann. En 1966, la production de sel gros est arrêtée, suivie en 1973 par l'arrêt de la production du sel fin, signant là la fin de l'exploitation des salines de Dieuze. C'était long, non? On va arrêter avec les dates et on va parler de l'exploitation en elle-même. Au niveau des bâtiments, il y a tout d'abord le puits salé, élément primordial car c'est de là que tout partait pour la fabrication du sel. On a ensuite les halles où se trouvent les réservoirs, les poêles et les séchoirs, tous utilisés dans le processus de fabrication par évaporation. Le sel ainsi formé était alors séché, puis stocké dans les magasins qui se trouvent dans la zone nommée la délivrance. Les poêles ont des noms d'ailleurs. En 1737, elles s'appelaient poêle de devant, poêle de derrière, poêle neuve, et plus tard il y eut par exemple Sophie ou Jean. Pareil pour les magasins, on pouvait trouver Léopold ou Stanislas. On dénombrait 48 poêles en 1789, ce qui laisse supposer que la production était très importante. En même temps, comme dit plus tôt, l'activité salicole était une ressource essentielle à la vie du pays du Saulnois.
Parmi toutes ces constructions, on trouve aussi des loges servant à entreposer du matériel, des bâtiments administratifs, des écuries, des jardins. Pour compléter la liste, il y a aussi un four, un pressoir, une chapelle et un corps de garde. La Saline était vraiment une communauté quasi indépendante de Dieuze avec tout ce monde. Maintenant que nous en avons terminé avec les dates et les bâtiments, il est temps de s'attarder sur le cœur d'une exploitation salicole, les méthodes d'extraction et de fabrication. Les sources salées étaient concentrées dans un puits, constitué d'encagements en bois et isolé par de la terre glaise pour éviter que l'eau douce ne s'infiltre. Un manège à chevaux ainsi qu'une roue hydraulique servaient à remonter l'eau salée du puits, avant qu'elle ne soit envoyée dans les réservoirs pour passer aux halles où se trouvaient les poêles, qui d'ailleurs étaient alimentés par du bois. Une surface de plus de 17 000 hectares répartie dans les environs de Dieuze était réservée uniquement pour la cuisson du sel. Lancée en 1826, une première exploitation est située à 108 mètres de profondeur, puis une deuxième un peu plus tard à 139 mètres, l'ensemble atteignant une surface totale de 270 000 mètres carrés et demandant le travail de 600 personnes pour produire 15 000 tonnes de sel chaque année. Le sel était arraché des parois à la pioche ou par des explosions à la poudre, puis acheminé à la brouette vers un ascenseur et remonté à la surface pour le traiter. Tout cela fonctionne très bien jusqu'à ce jour du 8 février 1864. Un éboulement fait s'effondrer le toit des galeries et toute l'eau d'un bassin de saturation qui se trouvait moins en profondeur s'est écoulée. Malgré tous les efforts fournis pour la sauver, la mine fut totalement inondée et son exploitation fut dès lors abandonnée. Après l'inondation de la mine de Selgem, il a bien fallu trouver une autre méthode pour continuer à produire du sel de façon importante. Des sondages commencent alors à être réalisés à partir de 1885. Pour ce faire, il fallait forer à même le sol et renforcer les trous de forage avec des tubuleurs en acier pour éviter les éboulements. Puis, à l'aide d'une pompe, la saumure était remontée à la surface et, comme d'habitude, envoyée en traitement. 9 sondages ont été réalisés de 1885 à 1954, chacun dépassant légèrement les 100 mètres de profondeur. Maintenant qu'on en a terminé avec l'histoire des salines de Dieuze de son ouverture à sa fermeture, qu'en est-il de son histoire de nos jours? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Allez, ciao! Comme dit tout à l'heure, l'exploitation s'est donc définitivement arrêtée en 1973. Depuis la fin de l'année 1994, les salines appartiennent à la ville de Dieuze. Une association a été créée afin de gérer toute cette exploitation et il propose des choses vraiment intéressantes. Premièrement, la visite de plusieurs zones est possible, à savoir le bâtiment du puits salé, le bâtiment de la délivrance, vous savez les magasins qui servaient au stockage du sel, les bâtiments administratifs et le jardin du parc. Il est possible également de découvrir les murs d'enceinte et la porte principale. Les visites sont guidées et se déroulent tous les mercredis après-midi. Autre point intéressant, l'association a réhabilité une grande partie de la délivrance afin de les louer pour divers événements, comme par exemple des mariages, des anniversaires, des conférences ou même des séminaires. Voilà, c'est tout ce que je vous raconterai personnellement à propos de ce lieu. Mon but lors de mes vidéos est certes de vous présenter l'endroit et de vous en raconter l'histoire, mais je n'entre pas forcément autant dans les détails qu'une association qui en ferait la visite, qui elle est bien plus à même de le faire que moi. Les salines de Dieuze en sont un parfait exemple. Nous arrivons enfin à la porte principale de la saline et nous pouvons nous diriger droit vers la délivrance. C'est donc ici que je vais vous laisser. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce en l'air, un petit commentaire et en vous abonnant à cette chaîne si son contenu vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer les futures vidéos. Nous nous reverrons donc une prochaine fois sur la route. Je vous dis un gros V, faites attention à vous et à la prochaine. C'était Motard et Histoire pour vous servir.